Le 9 avril 1945, l'aube est glaciale. Le brouillard couvre les montagnes bavaroises. Dans la cour en béton du camp de Flossenbürg, 7 hommes s'avancent. Ils savent que c'est la fin. Comment vont-ils mourir? Ce ne sera pas une balle rapide dans le cœur, ce ne sera pas la guillotine. La sentence a été conçue pour maximiser la souffrance. Les gardes aboient des ordres. Les prisonniers sont forcés de se déshabiller. Ils se tiennent là, nus, tremblant sur le sol gelé. L'humiliation est totale. À l'image, une rangée de crochets de boucher fixés au plafond. Les bourreaux n'utilisent donc pas de corde classique, ils préparent des fils fins. L'objectif n'est pas de briser la nuque instantanément, mais d'étrangler lentement. La mort prendra du temps. Au milieu du groupe se tient le général Hans Oster. Il a 57 ans. Son visage est marqué par les interrogatoires. Cet homme a consacré 12 années de sa vie à une mission unique, tuer Adolf Hitler. À première vue, un haut gradé de la Wehrmacht. Mais, en réalité, l'architecte de la résistance interne. Pourtant, le dossier révèle une vérité dérangeante. Hans Oster n'a pas toujours été un héros. Au départ, il a soutenu les nazis. Il a cru aux promesses du parti. Il a porté l'uniforme avec loyauté. Mais la machine s'est enrayée. Sa transformation fut radicale. Il est passé d'officier modèle à saboteur acharné. Il a choisi la conscience morale contre la patrie. Une décision impardonnable aux yeux du régime. Le prix de ce choix se paie maintenant sous ses crochets de fer. L'histoire a souvent tenté d'enterrer ce chapitre. C'est une plongée directe dans les ténèbres de la moralité humaine. Le bourreau s'approche. La trappe est prête à s'ouvrir. Le 9 août 1887. C'est la date précise où tout a commencé, à Dresde, en Allemagne. Un enfant prend sa première inspiration dans la maison austère d'un pasteur protestant. Son père est alsacien, un homme d'église rigide. Il ne prêche pas l'amour flou, mais le devoir, l'honneur et le service de Dieu. Hans Paul Oster grandit dans ce cadre strict. Ici, le bien et le mal ne sont pas des concepts discutables, ce sont des absolus. Il n'y a pas de zone grise. Cette fondation morale va forger son caractère. C'est elle qu'il poussera un jour à commettre ce que les nazis appelleront de la haute trahison. Mais ce que l'histoire retiendra comme de l'héroïsme pur. Comment ce fils de pasteur est-il devenu l'homme le plus dangereux pour le Führer? On pourrait croire à une ambition politique déçue. C'est en réalité l'éducation paternelle qui a armé son bras. 1907, Oster entre dans l'armée impériale allemande. Il choisit l'artillerie. Une arme technique, mathématique, brutale. La Première Guerre mondiale éclate. Il part sur le front de l'Ouest. Il ne se contente pas de tirer, il observe, il organise. À l'image, des cartes d'état-major couvertes de lignes de front et de calculs de trajectoire. Ses compétences organisationnelles sont exceptionnelles. Dès 1916, il est repéré. Il intègre le grand état-major allemand. Ce n'est pas une simple promotion de bureau, c'est le cerveau stratégique du pays. L'élite de l'élite. Oster s'y révèle brillant, méthodique et totalement dévoué à la patrie. Il accumule les décorations, mais la guerre s'achève. L'Empire s'effondre. Le traité de Versailles impose des conditions drastiques. L'armée allemande est réduite à 100 000 hommes. Le corps des officiels est limité à 4 000 places. La sélection est impitoyable. Des milliers de carrières s'arrêtent net. Pourtant, Oster est choisi pour rester. Cela prouve son niveau d'excellence. Une décennie passe. 1929. Il atteint le grade de major. C'est un homme installé. Il a une femme, Gertrude, et 3 enfants. Sa trajectoire semble toute tracée vers les sommets de la hiérarchie militaire. À première vue, une carrière blindée et un avenir radieux. Mais en réalité, un simple faux pas allait tout détruire. 1932, l'année du basculement. Les détails restent flous, mais le résultat est d'une clarté aveuglante. Oster se rend à un carnaval en Rhénanie. C'est une zone démilitarisée. La présence d'officiers allemands y est strictement interdite. Il enfreint une première règle. Mais il ne s'arrête pas là. Sur la scène, on imagine la musique forte, la foule, l'oubli des règles. Oster se retrouve au cœur d'un scandale de mœurs. Il s'affiche avec une femme mariée. Pire encore, c'est probablement l'épouse d'un camarade officier. Dans le code d'honneur prussien, c'est impardonnable. Le tribunal d'honneur de l'armée se saisit de l'affaire. L'enquête est rapide. Le verdict tombe. On entend le bruit sec d'une carrière qui se brise. Le 31 décembre 1932, la sanction est appliquée. Hans Oster est contraint à la démission. Il quitte l'armée dans la honte. Imaginez cet homme, 45 ans. Son uniforme est rangé.
Sa réputation est en miettes, son identité sociale est anéantie, tout ce qu'il avait construit pendant 25 ans a disparu en un instant. Il se retrouve civil, seul face à son échec. Tout a disparu. Son grade, son uniforme, son honneur. Hans Oster n'était plus personne. Il dérivait, désespéré, prêt à faire un choix fatal. 1933, la même année où Adolf Hitler s'empare du pouvoir. Oster trouve un emploi dans une nouvelle organisation. C'est une structure créée par Hermann Göring, rattachée à la police prussienne. À première vue, un département de recherche administratif, mais en réalité, un centre d'écoute téléphonique massif. Oster écoutait, il notait, il apprenait les secrets du nouveau régime. En octobre 1933, il change de bureau. Il est transféré à l'Abwehr, le service de renseignement militaire allemand. Il n'est qu'un employé civil au contre-espionnage. Pourquoi Hans Oster a-t-il accepté de servir ces hommes? Il venait d'être humilié par l'armée. Mais la promesse nazie était plus forte que la rancune. Comme des millions d'Allemands, il a d'abord salué le régime. Les nazis promettaient de restaurer la puissance militaire. Ils jurèrent de déchirer le traité de Versailles. Ils offraient l'ordre, l'autorité, le retour aux valeurs traditionnelles. Pour un officier déchu en quête de rachat, le nazisme ressemblait au salut. Il n'était pas le seul à y croire. L'amiral Wilhelm Canaris, futur chef de l'Abwehr, soutenait aussi Hitler. De nombreux officiers voyaient dans le parti un retour à la grandeur allemande. Mais l'illusion s'est brisée net. Le 30 juin 1934, la nuit des longs couteaux, une violence coordonnée, rapide, brutale. Les commandos SS ont frappé partout en Allemagne. Officiellement, Hitler a ordonné ces meurtres pour éliminer Ernst Röhm et la direction de la SA, ses rivaux. Le bilan est lourd. 85 morts confirmés. Peut-être des centaines en réalité, mais la purge a dépassé les rangs des chemises brunes. 2 assassinats spécifiques ont glacé le sang de Hans Oster, le général Kurt von Schleicher, l'avant-dernier chancelier de la République de Weimar. Les tueurs sont entrés chez lui. Ils l'ont abattu dans son salon. Sa femme a tenté de s'interposer pour le protéger. Ils l'ont tué aussi. Le général Ferdinand von Bredow, l'ancien chef de l'Abwehr, l'ancien patron direct d'Oster, exécuté sommairement. Ce n'étaient pas des voyous de rue, ce n'étaient pas des radicaux politiques, c'étaient des généraux allemands, des hommes d'honneur, aucun procès, aucune charge, aucune procédure légale. Schleicher avait été le supérieur de Bredow, Bredow avait été le chef d'Oster. Le message était une sentence, personne n'était en sécurité, l'état de droit était mort. Quelque chose s'est brisé chez Hans Oster, il a regardé autour de lui. L'armée, cette institution à laquelle il avait voué sa vie, n'a pas bougé. Les généraux ont accepté ces meurtres, ils ont rationalisé le carnage, ils se sont convaincus que c'était nécessaire pour la sécurité de l'Allemagne. À cet instant précis, ce fils de pasteur a compris la réalité. Il ne servait pas un gouvernement, il servait un régime de gangsters. 1935, Oster est autorisé à réintégrer l'armée. Mais l'état-major général lui reste interdit. L'amiral Canaris prend la tête de l'Abwehr. Il intègre Oster dans son cercle rapproché. Il le nomme chef adjoint du contre-espionnage. Sur le papier, la mission d'Oster est banale. Il dirige la division centrale, il gère le personnel, il signe les factures, il organise les dossiers financiers. On imagine la scène, des bureaux gris, des machines à écrire, des piles de documents administratifs, une couverture parfaite, car son véritable rôle devient bien plus dangereux. Il commence à transformer le service de renseignement militaire allemand en quartier général de la résistance anti-nazie. Le doute avait laissé place à l'action. La conspiration active allait commencer. 1938. C'est l'année où le doute s'est transformé en action. Pourquoi un officier loyal est-il devenu un traître? Le devoir l'exigeait. Mais la conscience morale a fini par l'emporter sur le serment militaire. La transformation finale d'Hans Oster a nécessité 2 chocs brutaux. D'abord, l'affaire Blomberg-Fritsch. Ce n'était pas une simple réorganisation politique, c'était un coup monté. La Gestapo n'a pas seulement menti, elle a fabriqué des scandales de toutes pièces pour écarter le ministre de la guerre et le commandant en chef de l'armée. Heinrich Himmler tirait les ficelles. La SS avait besoin de chefs dociles pour étendre son emprise. À l'image, les dossiers falsifiés s'empilent sur les bureaux de la Gestapo. Oster a tout vu depuis l'intérieur. Il a vu l'honneur militaire jeté aux ordures. Il a vu la vérité sacrifiée sur l'autel de l'ambition nazie. Les traditions ne comptaient plus. Seule la soumission importait. Puis est venue la nuit du 9 novembre 1938, la nuit de cristal. Les troupes de choc nazi ont déferlé sur l'Allemagne.
Le bruit du verre brisé a résonné dans toutes les villes. Des synagogues brûlaient, des commerces juifs étaient réduits en cendres, des civils étaient battus à mort sur le pavé. Oster a regardé la violence en face. Ce n'était pas un débordement populaire, c'était une barbarie organisée et financée par l'État. En tant que fils de pasteur, il a fait son choix. Il ne pouvait plus servir ce régime. Il allait utiliser son poste à l'Abwehr pour le détruire de l'intérieur, mais ce n'était que le début. L'Abwehr était l'outil parfait pour une conspiration. À première vue, un service de renseignement loyal au Führer. Mais en réalité, le quartier général de la résistance. Oster a transformé l'administration en arme de guerre. L'agence pouvait émettre de faux papiers sans aucun contrôle. Elle pouvait fournir du matériel classifié aux opposants. Elle pouvait camoufler la haute trahison en mission d'espionnage légitime. Les résistances circulaient entre les cellules sous couvert d'activités officielles. Oster est devenu l'araignée au centre de la toile. Il connectait tout le monde. Généraux, diplomates, membres du clergé, fonctionnaires, tous partageaient une seule conviction. Hitler devait être arrêté. On entend le bruit sec des tampons officiels sur des ordres de mission falsifiés. La même année, Oster a trouvé un allié de poids, le général Ludwig Beck, chef d'état-major. Beck s'opposait ouvertement au plan d'Hitler d'envahir la Tchécoslovaquie. Lorsque le dictateur a appris cette opposition, il a forcé Beck à démissionner. Le corps des officiers a encaissé le coup. La stupeur était totale. Mais la relève était prête. Le successeur de Beck se nommait Franz Halder. En public, il gardait le silence. En privé, il qualifiait Hitler d'incarnation du mal. Halder a immédiatement commencé à travailler avec Oster. Ensemble, ils ont planifié le coup d'État. La conspiration de septembre 1938 est née dans ses bureaux. Le plan était d'une élégance simple. Sur la carte d'état-major, on voit les frontières de la Tchécoslovaquie encerclées. Le déclencheur était précis. Dès qu'Hitler donnerait l'ordre d'invasion, provoquant inévitablement la guerre avec la Grande-Bretagne et la France, les conspirateurs passeraient à l'action. Ils n'allaient pas le tuer. Ils allaient l'arrêter. Des commandos d'élite devaient investir la chancellerie. Le dictateur serait traîné devant un tribunal. Tout était prévu. Une commission de médecins et de scientifiques attendait dans l'ombre. Leur mission était claire, déclarer Hitler cliniquement fou devant le monde entier. Le sort de l'Allemagne ne tenait plus qu'à un ordre. Le 28 septembre 1938. Tout était prêt pour renverser le dictateur. Pourquoi le coup d'État n'a-t-il jamais eu lieu? Le plan était solide. Mais il manquait un seul élément, la fermeté de Londres. Les conspirateurs avaient tout prévu. Ils voulaient faire examiner le Führer par un panel de psychiatres. Ils voulaient installer un nouveau gouvernement. Mais pour agir, ils avaient le besoin que la Grande-Bretagne rejette les exigences d'Hitler sur les Sudètes. Hans Oster n'est pas resté inactif. Il a activé son réseau. Des émissaires de l'Abwehr ont traversé la Manche en secret pour supplier les dirigeants britanniques. Le message était simple. Ne cédez pas. Si la Grande-Bretagne montrait les dents, la guerre devenait inévitable. Ce n'était pas une menace, c'était un espoir. L'armée allemande aurait alors obtenu le prétexte légal pour arrêter Hitler et empêcher la catastrophe. Mais ce jour-là, leurs espoirs sont morts. Le Premier ministre Neville Chamberlain a accepté de rencontrer Hitler à Munich. Sur les images d'archives, on le voit serrer la main du dictateur. Il a signé le démembrement de la Tchécoslovaquie sans hésiter. Pas de guerre, pas de coup d'État. Hitler a gagné la partie sans tirer une seule balle. Le complot s'est effondré dans l'amertume, mais Oster a refusé d'abandonner. Septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Hitler ordonne immédiatement de planifier l'invasion de la France. Oster réactive la conspiration. Avec l'amiral Canaris, il presse le général Halder d'agir. Il lui explique sur les faits. Une offensive à l'ouest est un suicide militaire. Halder écoute, mais Hitler prononce alors un discours violent. Il parle de détruire l'esprit de Zossen. Il vise le défaitisme au quartier général. La réaction est immédiate. Halder panique. Il rassemble les preuves. Il brûle tous les documents compromettants. La peur paralyse à nouveau l'état-major. À première vue, un acte de haute trahison. Mais en réalité, une nécessité morale absolue. Oster a franchi la ligne rouge. Au début de l'année 1940, les chars se préparent à envahir les Pays-Bas, la Belgique et la France. Oster contacte son ami, le colonel Bert Sass, attaché militaire néerlandais à Berlin. Ce n'est pas une simple fuite, c'est un flux continu d'informations. À plus de 20 reprises, Oster transmet la date exacte de l'invasion prévue. À l'image, les téléimprimeurs crépitent sans arrêt. Chaque fois que Hitler reporte l'attaque, Oster fournit la nouvelle heure.
Sass transmet tout à son gouvernement. Mais personne ne le croit. Les avertissements semblent trop précis. Quand l'invasion démarre finalement le 10 mai 1940, la surprise est totale. Les frontières cèdent en quelques heures. Oster a lutté avec cette décision. Il connaissait le prix du sang. Il savait que ces alertes pouvaient coûter la vie à 40 000 soldats allemands. Il trahissait sa patrie au sens le plus littéral du terme. Mais son calcul était froid. Une victoire rapide de l'Allemagne signifiait une guerre longue de plusieurs années, des millions de morts civiles. Sa conscience a tranché. Sauver des millions justifiait le sacrifice de milliers. Ce fils de pasteur a choisi le bien supérieur contre la loyauté nationale. Ce choix l'a brisé psychologiquement. C'était le tarif de la résistance. Ces calculs moraux impossibles transformèrent des hommes honnêtes en ce que l'État appelait des traîtres. 3 longues années. C'est le temps qu'il a fallu à Oster pour tisser sa toile dans l'ombre totale. Il ne s'est pas contenté de survivre. Il a reconstruit le réseau pièce par pièce. En 1942, il a recruté un atout majeur, le général Friedrich Olbricht. Cet homme n'était pas un simple officier. Il dirigeait le bureau général de l'armée. Il contrôlait les communications vers toutes les unités de réserve du Reich. Oster a étendu ses tentacules jusqu'au front de l'Est. Il a établi le contact avec le groupe de résistance du général Henning von Treschow. La machine était en marche. Pourquoi ces hommes risquaient-ils la corde pour haute trahison? Ils avaient en prêté serment au Führer, mais le dégoût des crimes nazis était plus fort que la loyauté militaire. L'année 1941 a marqué un tournant sanglant. L'extermination systématique des Juifs d'Europe a débuté. Oster a cessé de planifier pour agir. L'histoire prend ici une tournure invraisemblable. Hans Oster, numéro 2 du renseignement militaire allemand, a retourné l'Abwehr contre le régime. À première vue, une opération d'espionnage classique, mais en réalité, un sauvetage désespéré. Avec son collègue Hans von Dohnanyi et le théologien Dietrich Bonhoeffer, il a lancé l'opération Usept. L'objectif était précis, exfiltrer 14 juifs vers la Suisse. Ils ne les ont pas cachés dans des caves, ils les ont déguisés. Ils leur ont fourni de faux papiers d'agents de l'Abwehr. Ils ont falsifié des documents officiels, ils ont activé des contacts à la frontière, ils ont risqué leur tête pour sauver des gens que l'État voulait anéantir. Mais la vigilance de la Gestapo était constante. En avril 1943, le piège s'est refermé. La police secrète a arrêté Dohnanyi et Bonhoeffer. Le prétexte officiel était banal, violation de devises et irrégularités financières. Mais dans les salles d'interrogatoire, la réalité était tout autre. Sous la torture, les langues se sont déliées. Les informations ont filtré. Elles pointaient directement vers Oster. La pression sur l'amiral Canaris est devenue insoutenable. Hitler exigeait des têtes. Canaris n'a pas eu le choix, il a signé l'ordre. Oster a été destitué de ses fonctions et chassé de son poste. Les événements se sont alors accélérés. Le 20 juillet 1944, le colonel Klaus von Stauffenberg est entré dans la salle de conférence de la Tanière du Loup. Il portait une mallette lourde. À l'intérieur, une bombe amorcée. Il l'a glissée sous la table et s'est éclipsé. On entend le fracas de l'explosion qui déchire le bois. 4 hommes sont morts sur le coup. La fumée a envahi la pièce. Mais Hitler s'est relevé, blessé mais vivant. L'opération Walkyrie avait échoué. La vengeance du régime allait être terrible. Une vague d'arrestations a immédiatement balayé l'Allemagne. Le 21 juillet, au lendemain de l'attentat, la Gestapo est venue chercher Hans Oster. Il n'y avait plus d'échappatoire. L'interrogatoire a été brutal. Soumis à une pression inimaginable, Oster a fini par parler. Ses mots ont eu l'effet d'une seconde bombe. Sur les procès-verbaux, la déclaration est nette. Il a désigné l'amiral Canaris. Il ne l'a pas seulement impliqué, il l'a qualifié de fondateur spirituel de la résistance au sein de l'armée. Avec cette phrase, le destin de l'amiral était scellé. Des mois de torture n'ont pas suffi à briser le silence. La Gestapo a arrêté l'amiral Canaris, le considérant comme le père spirituel de la résistance. Les enquêteurs ont cherché. Ils ont interrogé sans relâche. Ils ont trouvé des preuves d'un complot général. Mais il manquait l'élément crucial. Rien ne prouvait l'implication directe de Canaris dans l'attentat du 20 juillet. Pourquoi la Gestapo ne les a-t-elle pas exécutés immédiatement? C'était un calcul froid. Hitler voulait encore plus de noms. Heinrich Himmler, lui, jouait sa propre carte. Il pensait pouvoir utiliser Canaris comme monnaie d'échange avec les Britanniques si l'Allemagne devait négocier. Alors, les 2 hommes ont attendu. Le général Oster était enfermé à Leipzig. Canaris était transféré d'un lieu de détention à un autre. Leur journée se résumait à l'isolement et à la peur. Ils savaient,
que la mort approchait. À première vue, une simple détention préventive, mais en réalité, une lente agonie psychologique avant l'inévitable. Puis le 4 avril 1945 est arrivé. C'était un mois avant la capitulation totale de l'Allemagne. La guerre était perdue. Le Troisième Reich s'effondrait comme un château de cartes. Les forces soviétiques écrasaient tout à l'est. Les armées américaines et britanniques balayaient l'ouest de l'Allemagne. Le chaos était total. Mais ce n'était que le début de la fin pour les conspirateurs. Dans les bureaux abandonnés du quartier général de la Abwehr, au sud de Berlin, le destin a basculé. Un officier a fouillé les lieux déserts. Il a ouvert un coffre-fort oublié. À l'intérieur, il a trouvé plusieurs classeurs épais. Ce n'étaient pas des rapports militaires, c'étaient des journaux intimes. Ils étaient écrits de la main même de l'amiral Wilhelm Canaris. L'officier a commencé à lire, page après page, des noms précis, des dates exactes. À l'image, on distingue une écriture serrée détaillant les activités de la résistance depuis les années 30. C'était une confession complète et volontaire. Personne ne sait pourquoi Canaris a gardé des archives aussi méticuleuses de sa propre trahison. Il pensait peut-être qu'elles serviraient à l'histoire. Il prévoyait peut-être de les utiliser comme preuve pour se disculper dans une Allemagne post-nazie. Ou peut-être prenait-il un plaisir pervers à documenter sa double vie. Quelle que soit la raison, ces journaux étaient une condamnation à mort immédiate. L'erreur était fatale. Les classeurs ont été transportés d'urgence au bunker d'Hitler à Berlin. Le 5 avril, le verdict était scellé. Le 5 avril 1945, des dossiers urgents sont arrivés au bunker de Berlin. Adolf Hitler a ouvert le journal intime de l'amiral Canaris. Quelques minutes plus tard, les murs tremblaient. Les témoins présents ont entendu des hurlements. Le dictateur ne parlait pas, il éructait. Des mots comme traître et ordure résonnaient dans le béton souterrain. Selon lui, ces hommes avaient donc poignardé l'Allemagne dans le dos. Il a frappé la table. L'ordre a été immédiat. Pas de prison. L'exécution pour tous. Le 7 avril, le transfert a commencé. Hans Oster a été extrait de sa cellule à Leipzig, direction la Bavière, près de la frontière tchèque. La destination était le camp de concentration de Flossenbürg. Il n'était pas seul dans le convoi. L'amiral Canaris, le capitaine Ludwig Gehr, le général Karl Sack et le pasteur Dietrich Bonhoeffer étaient là aussi. Le bruit du moteur couvrait le silence de leurs pensées. Ils regardaient le paysage défiler. Ils savaient exactement ce qui les attendait au bout de la route. Le 8 avril, une cour martiale expéditive de la Schutzstaffel s'est réunie. Les juges s'appelaient Otto Torbeck et Walter Huppenkotten, les procureurs impitoyables du RSHA. À leur côté siégeait Max Kögel, le commandant du camp. S'agissait-il d'un véritable procès? Absolument pas. C'était une formalité administrative. Le verdict avait été décidé bien avant l'entrée des accusés. Un par un, les gardes les ont traînés devant la cour. Un par un, ils ont été reconnus coupables de haute trahison. La sentence est tombée comme un couperet. La mort par pendaison. Hans Oster s'est levé face à ses juges. Il a prononcé une phrase qui résume la tragédie de son existence. « Je l'ai fait pour la forme ». C'est tout ce qu'il a dit durant la procédure. Certains ont interprété ces mots comme une tentative de défense, comme s'il avait fait semblant de résister pour se protéger. D'autres ont entendu un sarcasme glacial. C'était sa façon de dire « Vous organisez un procès pour la forme, alors voici ma réponse pour la forme. Peu importe l'interprétation. » Le résultat restait le même, la corde. À première vue, une simple nuit en cellule, mais en réalité, le compte à rebours final. La soirée du 8 avril s'est noyée dans l'obscurité et la terreur. Les condamnés ont été enfermés dans le bâtiment de détention du camp. Dehors, le froid de la nuit bavaroise s'installait. Ils savaient que l'exécution était prévue pour l'aube. Dormir était impossible. La peur, les regrets et les prières se bousculaient dans leurs esprits épuisés. Mais l'ironie du sort était cruelle. Hans Oster avait 57 ans. Il avait passé 12 ans à lutter de l'intérieur contre Adolf Hitler. Il attendait maintenant la mort dans un camp de concentration. Pourtant, les canons alliés tonnaient déjà au loin. Les forces américaines n'étaient pas qu'à 2 semaines de marche. La libération était imminente, Oster le savait. Le 7 Schild. Le 9 avril 1945, l'aube s'est levée sur Flossenbürg. Ce récit devient difficile, mais les faits exigent d'être rapportés. C'est ainsi que le régime traitait ceux qui osaient dire non. C'est ce que Hans Oster a enduré pour avoir choisi sa conscience plutôt que l'obéissance. 6 heures du matin. On entend le bruit des bottes dans le couloir. Les gardes sont entrés dans le bâtiment de détention. Ils ont ouvert les cellules. Ils ont aboyé un ordre bref aux condamnés.
Déshabillez-vous. Il n'y avait plus d'échappatoire. 0 vêtements. C'était la première étape obligatoire de l'humiliation. Les gardes ont ordonné aux condamnés de se déshabiller entièrement. Chaque pièce de tissu a été retirée. Un amiral, un général, un pasteur réputé. Ils se tenaient tous nus devant leur bourreau. Les rires des gardes résonnaient contre les murs de pierre. Ils pointaient Monet du doigt, se moquaient des corps vieillissants, ridiculisaient leur vulnérabilité absolue. Ils ont ensuite été conduits dehors. L'air matinal était glacial. 7 hommes nus tremblèrent de froid, essayant désespérément de garder la tête haute. Dans la cour, le site d'exécution attendait. Ce n'était pas une potence traditionnelle avec une plateforme et une trappe. C'était quelque chose de plus brut, de plus industriel. À l'image, une simple poutre horizontale traversant l'espace. De cette poutre pendaient plusieurs crochets de boucher, ceux utilisés dans les abattoirs pour suspendre les lourdes carcasses de bétail. Sur chaque crochet, une corde fine formait un nœud coulant. Pourquoi cette mise en scène barbare? Les exécutions classiques brisent la nuque instantanément. Mais ici, l'objectif était la douleur pure. Pas de chute brutale, pas de perte de connaissance immédiate. Les victimes devaient être hissées lentement vers le haut, juste assez haut pour que leurs orteils effleurent le sol. Une position calculée pour provoquer une strangulation lente. À première vue, une pendaison ordinaire, mais en réalité, une séance de torture prolongée. La corde fine ne brisait pas les vertèbres cervicales. Elle comprimait la trachée et les artères carotides. Petit à petit. La mort prenait entre 10 et 30 minutes. 30 minutes d'agonie consciente. Une légende tenace parle de cordes de piano. C'est faux. Le fil d'acier aurait tranché les chairs comme une lame de rasoir. Le sang aurait coulé trop vite, entraînant une mort rapide par hémorragie. Exactement ce qu'Hitler ne voulait pas. Les historiens confirment l'usage de cordes en chanvre. Solides pour supporter le poids du corps. Fines pour maximiser la douleur. Le mécanisme était simple, des nœuds coulants. Une boucle autour du cou de la victime. L'autre boucle passait sur le crochet de boucher fixé à la poutre. Hans Oster s'est avancé le premier. Le bourreau Wilhelm Rüdger et ses 2 assistants ont préparé le nœud. Ils ont passé la corde autour du cou d'Oster. Puis, les 3 hommes ont soulevé son corps à la force des bras. Le poids d'Oster a tendu la corde. Ils ont accroché la boucle supérieure au crochet de métal. Puis, ils l'ont lâché. Le corps est retombé légèrement. Le nœud a mordu la gorge. Ses orteils touchaient le béton, mais ne pouvaient pas le soutenir. Imaginez la scène. Vous suffoquez en restant parfaitement conscient. Vos poumons hurlent pour de l'air qui ne vient pas. Votre cœur bat à tout rompre dans votre poitrine. La vision se trouble sur les bords, mais le noir complet ne vient pas. Pas encore. Vos jambes tentent désespérément de soulever votre corps. Il faut soulager la trachée écrasée. Mais les muscles sont trop faibles, trop épuisés par la détention. Vos orteils grattent le sol sans trouver d'appui solide. Tous les instincts de survie s'activent en même temps. Aucun ne fonctionne. Mais ce n'était que le début de l'horreur. Oster n'était pas seul. 6 autres hommes subissaient le même sort simultanément. L'amiral Wilhelm Canaris, le théologien Dietrich Bonhoeffer, Karl Sack, Ludwig Gehre, Theodor Strunk, Friedrich von Rabnow. 7 corps suspendus à des crochets de boucher, 7 hommes étranglés dans une chorégraphie macabre et synchronisée. Les officiers SS observèrent le spectacle avec attention. Le médecin du camp se tenait prêt pour confirmer les décès. Les témoignages divergent sur la durée exacte. Certains parlent de 10 à 15 minutes par victime. D'autres évoquent une demi-heure complète. Ce qui est certain, c'est que la fin n'a pas été rapide. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont restés conscients la majeure partie du temps. Hans Oster a passé les dernières minutes de sa vie dans une douleur absolue. Impossible de respirer. Impossible de parler ou de crier. Son cerveau privé d'oxygène s'est éteint lentement, fonction après fonction. Finalement, son corps est devenu mou, soit par manque d'oxygène, soit parce que son cœur a lâché sous le stress intense. Le médecin du camp s'est avancé. Il a vérifié les signes vitaux et a prononcé le décès. La même procédure froide a été répétée pour chacun des condamnés. Les corps sont restés accrochés là, témoins silencieux de la brutalité du régime. 14 jours exactement. C'était la mince distance entre la vie et la mort. Les corps sont restés suspendus un moment. Une dernière humiliation publique voulue par les bourreaux. Puis les gardes les ont détachés. Ils ont traîné les cadavres sur le sol en béton. Direction le four crématoire. C'était la procédure standard du camp. Pas de cercueil. Pas de prière. Une odeur de chair brûlée a envahi l'air. Les cendres ont été jetées dans une fosse commune sans nom. Hans Oster a cessé d'exister.
Il n'était plus que de la poussière grise et un souvenir. Mais le destin est cruel. Pourquoi cette mort est-elle particulièrement tragique? Tout tient en une seule date, le 23 avril. 2 semaines après l'exécution d'Oster, le bruit des moteurs a changé. Ce n'étaient plus des camions allemands. La 91e division d'infanterie américaine a franchi les portes. Les chars ont roulé dans l'enceinte de Flossenbürg. Le camp était libéré. À première vue, une simple question de délai. Mais en réalité, une condamnation par la montre. Si Hitler avait retardé l'ordre d'une quinzaine de jours, Oster aurait survécu. Si la Gestapo avait trouvé les journaux intimes 3 jours plus tard, l'exécution n'aurait pas eu lieu. La bureaucratie nazie n'aurait pas eu le temps de s'organiser. Tout s'est joué à quelques heures près. Hans Oster aurait pu voir la victoire. Il aurait pu s'asseoir à la barre des témoins lors des procès pour crimes de guerre. Il aurait pu recevoir les honneurs pour son travail de résistance. Mais ce n'était pas le scénario prévu. Sur le lieu de l'exécution, la réalité était brutale. Il est mort, nu. Il a été étranglé. Il s'est éteint humilié, persuadé que ces années de complot n'avaient servi à rien. Il est parti avec la certitude de l'échec. Il ne savait pas la suite. Il ignorait que Hitler se suiciderait 3 semaines plus tard. Il ignorait que l'Allemagne signerait la capitulation 1 mois après. Il ne savait pas que les historiens finiraient par écrire son nom comme celui d'un héros de la résistance allemande. Il est mort dans la douleur et l'obscurité. L'histoire pose désormais la question: qui était réellement Hans Oster? Un traître qui a livré les plans militaires aux ennemis de la nation? Ou un patriote qui a sacrifié sa vie pour tenter de sauver l'Allemagne? 12 années. C'est le temps exact qu'a duré le double jeu de Hans Oster. Il voulait sauver son pays de la destruction totale. Était-il un traître ou un patriote? La réponse dépend de la définition de la loyauté. Aux yeux de la loi, Oster a trahi. C'est un fait indiscutable. Il a rassemblé des secrets militaires. Il a traversé les lignes pour les livrer à des puissances étrangères. Il a activement comploté pour renverser le chef de l'État et le tuer. Selon le code pénal, c'était de la haute trahison. Mais Oster restait fidèle à quelque chose de plus profond que le gouvernement. Il servait l'Allemagne en laquelle il croyait, pas celle que Hitler avait fabriquée. Il a choisi la loi morale contre la loi des hommes. Voici ce qui rend l'histoire de Hans Oster particulièrement tragique. Ce n'était pas un rebelle naturel, ce n'était pas un radical idéologique, c'était un officier conservateur, rigide, attaché à l'ordre et à la tradition. Résister à Hitler allait contre chaque instinct de son corps. Sa formation militaire lui avait appris l'obéissance absolue. Son éducation lui avait appris le respect de l'autorité. Sa religion lui enseignait que les dirigeants terrestres étaient placés là par Dieu. Mais ces mêmes valeurs religieuses lui ont dicté une autre vérité. Le mal absolu existe, sans exception. À première vue, un officier de carrière discipliné, mais en réalité, l'architecte de la chute du régime. Oster a vu les généraux allemands se faire assassiner sans procès. Il a entendu le bruit du verre brisé et senti l'odeur de fumée lors de la nuit de cristal. Sur son bureau, les rapports s'empilaient. Exécutions de masse, déportations, meurtres de civils juifs. Sa conscience ne lui laissait plus aucun choix. Il n'a pas simplement désapprouvé, il a agi. Le réseau de résistance qu'Oster a construit a sauvé des vies concrètes. L'opération U-Sept. Oster a falsifié des documents et organisé la logistique. 14 Juifs ont échappé à une mort certaine grâce à ces manœuvres. L'erreur était interdite. Il ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé des avertissements codés aux Pays-Bas pour prévenir l'invasion. Ces messages ont été ignorés. Personne ne voulait y croire. Mais cela ne l'a pas découragé. Il a fourni des explosifs à d'autres conspirateurs. Il a manipulé les détonateurs destinés aux tentatives d'assassinat contre le dictateur génocidaire. Chaque acte de résistance était un danger mortel. De 1933 à 1945, Hans Oster a vécu avec une cible dans le dos. La Gestapo pouvait débarquer à tout moment. Chaque coup de téléphone, chaque bruit de pas dans le couloir pouvait annoncer la fin. Finalement, ils sont venus. Il n'a pas fui. Il a payé le prix ultime. Mais une question brutale doit nous hanter. Combien de Hans Oster n'ont jamais agi? Combien d'officiers allemands ont vu les mêmes atrocités? Ils ressentaient le même dégoût. Mais ils ont choisi la prudence plutôt que le courage. Ils ont baissé la tête, ils ont suivi les ordres. Ils se sont convaincus qu'une seule personne ne pouvait pas faire la différence. Oster a prouvé le contraire. Son réseau est devenu la colonne vertébrale de la résistance militaire contre Hitler. On pourrait croire que la justice a triomphé après la guerre. C'est faux. À l'image, les tribunaux de l'Allemagne de l'Ouest des années 50,
Otto Torbeck et Walter Huppenkoden, les deux procureurs SS qui ont mené le procès truqué d'Oster, se retrouvent eux-mêmes devant la justice. La décision du tribunal est un choc. Elle révèle à quel point la dénazification était incomplète. En 1956, la Cour déclare que le gouvernement nazi avait été légalement justifié d'exécuter les traîtres. L'exécution d'Oster est qualifiée de légale. Les hommes qui l'ont assassiné sont ressortis libres du tribunal. Ils ont ajusté leurs vestes et ont repris leur vie. Il a fallu attendre longtemps. Ce n'est qu'en 1996, 51 ans après sa mort, que les verdicts nazis ont été formellement annulés. Hans Oster a cessé d'être un criminel pour être officiellement reconnu comme une victime de persécution. Aujourd'hui, des rues et des écoles en Allemagne portent le nom de Hans Oster. Des mémoriaux honorent de son sacrifice dans la pierre. Les historiens débattent encore de l'efficacité de son travail. Certains disent que prévenir les Pays-Bas était inutile, car l'avertissement n'a pas été cru. D'autres affirment que toute action contre la machine de guerre nazie était justifiée par principe. Ce qui n'est pas sujet à débat, c'est son courage. 15 minutes. C'était la durée exacte de son agonie au bout de la corde. Pourquoi une telle cruauté pour un simple officier? Hitler exigeait un exemple terrifiant, mais la terreur n'a pas suffi à effacer la vérité. Hans Oster n'a pas seulement contesté les ordres, il a fait un choix définitif. Face à une machine de guerre implacable, il a décidé de résister. Même quand l'espoir était mathématiquement nul, il a rassemblé des preuves, transmis des secrets et saboté l'appareil de l'intérieur. La fin s'est jouée dans le camp de Flossenbürg. Le bourreau lui a ordonné de se déshabiller. Oster s'est retrouvé totalement nu sur le sol en béton. On entend le bruit métallique des crochets de boucher au plafond. Ce n'était pas une pendaison ordinaire. Pas de chute pour briser la nuque instantanément. Les gardes ont utilisé une corde fine, presque un fil de piano. Ils l'ont hissé lentement. La strangulation a commencé. Chaque respiration devenait un combat impossible. À l'image, le corps se tord, cherchant de l'air qui ne vient pas. Le dictateur voulait précisément cela. Une mort dégradante, une souffrance animale. Il voulait que ses conspirateurs quittent ce monde dans l'humiliation la plus totale. Mais ce n'était que le début. L'ordre final était clair, effacer toute trace. Les corps ont été incinérés. Les cendres ont été dispersées dans des fosses anonymes ou jetées au vent. Hitler voulait qu'ils disparaissent de l'histoire. Il voulait que leur résistance soit oubliée à jamais. Il a échoué sur toute la ligne. Le nom de Hans Oster est resté. Nous nous souvenons de son courage froid. Nous nous souvenons de son sacrifice ultime. À première vue, une exécution sommaire et une défaite. Mais en réalité, une victoire morale qui traverse le temps. Même au cœur de la tyrannie la plus sombre, un individu peut se dresser contre le mal. L'histoire regorge de ces dossiers noirs. Quels autres chapitres oubliés devons-nous ouvrir? Existe-t-il des parallèles modernes au choix impossible d'Oster? La discussion reste ouverte. Abonnez-vous pour d'autres révélations historiques qui bousculent les certitudes sur la loyauté et le prix du sang. Car la réalité est souvent différente des films. Les héros ne portent pas toujours d'uniforme impeccable. Ils ne reçoivent pas de médailles sous les applaudissements. Parfois, ils meurent seuls. Ils meurent dans la douleur, persuadés d'avoir échoué leur mission. Alors que le verdict du temps est tout autre. Leurs noms sont honorés, leurs bourreaux sont oubliés.